Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes en pleine préparation pour l'examen civique, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en conditions réelles, exactement comme le jour de l'épreuve. Pour rappel, vous pouvez également regarder les vidéos précédentes qui contiennent d'autres séries de 40 questions. Vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons réaliser ensemble 40 questions sous forme de QCM avec un temps de réflexion, puis la réponse accompagnée d'une explication claire. Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez votre score final et vous saurez si vous êtes réellement prêt pour l'examen civique. Voici le déroulement. Je vais vous lire une question, puis vous proposer 4 réponses possibles. A, B, C ou D. À chaque question, vous aurez quelques secondes pour réfléchir comme lors de l'examen. Ensuite, je vous donnerai la bonne réponse suivie d'une explication courte et simple. Pensez à noter votre score au fur et à mesure pour évaluer votre niveau actuel. Pour rappel, lors de l'examen civique, vous devrez répondre à 40 questions en 45 minutes. Et pour réussir, il faudra obtenir au minimum 80% de bonnes réponses, soit 32 réponses correctes sur 40. Sans perdre de temps, commençons tout de suite avec la première question. Question numéro 1. Quels sont des exemples courants de critères de non-discrimination? A. Origine, sexe, religion, handicap. B. Âge, profession, nationalité, revenu. C. Taille, couleur préférée, lieu de vacances. D. Opinion politique, langue, apparence physique. La bonne réponse: A. Origine, sexe, religion, handicap. Explication. Ces critères permettent de protéger les personnes contre des traitements injustes et discriminatoires. Question numéro 2. Pourquoi la non-discrimination est-elle directement liée au principe d'égalité? A. Elle garantit à chacun les mêmes droits. B. Elle favorise la diversité culturelle. C. Elle protège l'accès aux services publics. D. Elle encourage la participation politique. La bonne réponse: A. Elle garantit à chacun les mêmes droits. Explication. La non-discrimination assure que tous bénéficient des mêmes droits, ce qui renforce l'égalité. Question numéro 3. Comment un fonctionnaire doit-il respecter la neutralité dans le service public? A. En exprimant ses opinions personnelles en réunion. B. En évitant toute manifestation d'opinion politique ou religieuse. C. En portant un signe religieux visible au travail. D. En participant à des manifestations pendant le service. La bonne réponse: B. En évitant toute manifestation d'opinion politique ou religieuse. Explication. Un agent public doit rester neutre et ne pas afficher ses convictions dans l'exercice de ses fonctions. Question numéro 4. Un agent public peut-il afficher ses opinions politiques pendant son service? A. Oui, librement en toutes circonstances. B. Non, jamais pendant le service. C. Oui, sauf en réunion officielle. D. Non, sauf pendant les élections locales. La bonne réponse: non, jamais pendant le service. Explication. La neutralité du service public impose de ne pas exprimer ni afficher ses opinions pendant le travail. Question numéro 5. Un enseignant en école publique peut-il manifester ses convictions religieuses en classe? A. Oui, sans aucune restriction. B. Non, jamais, même en dehors des heures de cours. C. Oui, si cela ne perturbe pas la classe. D. Non, afin de garantir la neutralité de l'État. La bonne réponse: D. Non, afin de garantir la neutralité de l'État. Explication. Dans l'école publique, l'enseignant doit respecter la neutralité et ne pas exprimer ses convictions religieuses devant les élèves. Question numéro 6. Dans quel cas la liberté de réunion peut-elle être limitée pour des raisons de sécurité? A. Lors d'un rassemblement politique pacifique. B.
En cas de menace terroriste avérée. C. Lors d'une manifestation culturelle. D. Pour une réunion privée entre amis. La bonne réponse? B. En cas de menace terroriste avérée. Explication. La liberté de réunion peut être restreinte lorsque la sécurité publique est réellement menacée. Question numéro 7. Qu'est-ce qu'une atteinte à la liberté de conscience? A. Forcer quelqu'un à renier ses convictions. B. Exprimer publiquement une opinion religieuse. C. Choisir librement ses croyances. D. Assister à un culte sans contrainte. La bonne réponse? A. Forcer quelqu'un à renier ses convictions. Explication. Contraindre une personne à abandonner ses convictions porte atteinte à un droit fondamental, la liberté de conscience. Question numéro 8. Que peut faire un citoyen si ses libertés fondamentales sont menacées? A. Saisir le Conseil constitutionnel. B. Se taire et obéir sans rien faire. C. Contacter uniquement son député. D. Écrire une pétition au président. La bonne réponse? A. Saisir le Conseil constitutionnel. Explication. En cas de menace, il est possible de recourir aux institutions compétentes pour protéger les droits fondamentaux. Question numéro 9. Qui est élu pour diriger une commune et quelles sont ses missions principales? A. Le maire, qui administre la commune et préside le conseil municipal. B. Le préfet, qui supervise la police municipale. C. Le député, qui fait les lois pour la commune. D. Le conseiller régional, qui gère les écoles locales. La bonne réponse? A. Le maire, qui administre la commune et préside le conseil municipal. Explication. Le maire est élu pour gérer la commune et diriger le conseil municipal qui prend les décisions locales. Question numéro 10. Quelle est la durée du mandat d'un maire en France? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. La bonne réponse? C. 6 ans. Explication. Le maire est élu pour 6 ans, ce qui permet une continuité dans la gestion locale. Avant de passer à la suite, je tiens à attirer votre attention sur un point essentiel. Les questions que vous venez de faire correspondent bien au format du QCM de l'examen civique. Cependant, dans l'épreuve officielle, les questions peuvent être présentées de nombreuses manières différentes. Même thème mais avec formulation variée, pièges, réponses proches, et c'est précisément ce qui surprend beaucoup de candidats le jour J. Pour vous éviter ça, nous avons préparé un support complet et un guide des 500 questions de l'examen civique. Il regroupe les questions les plus importantes selon le programme officiel avec des réponses détaillées. L'objectif est simple. Si vous maîtrisez ces 500 questions, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'examen sereinement. Vous trouverez le guide directement via le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on continue l'examen. Question numéro 11. Quel est le rôle du conseil municipal? A. Gérer les écoles publiques. B. Fixer les impôts nationaux. C. Administrer la commune. D. Nommer le président de la République. La bonne réponse? C. Administrer la commune. Explication. Le conseil municipal prend les décisions locales et organise les services utiles aux habitants. Question numéro 12. Qu'est-ce que l'intercommunalité et pourquoi existe-t-elle? A. Une coopération entre communes pour gérer certains services ensemble. B. Une fusion obligatoire de toutes les communes. C. Un partage uniquement des ressources fiscales. D. Un regroupement des départements pour créer des régions. La bonne réponse? A.
Une coopération entre communes pour gérer certains services ensemble. Explication. L'intercommunalité permet aux communes de mutualiser des moyens pour mieux gérer des services publics. Question numéro 13. Quelle mission relève principalement du département? A. La défense nationale. B. La sécurité civile. C. La gestion des transports publics. D. L'action sociale et l'aide aux personnes. La bonne réponse? D. L'action sociale et l'aide aux personnes. Explication. Le département intervient surtout dans l'aide sociale, personnes âgées, handicap, protection de l'enfance, etc. Question numéro 14. Quelle mission relève principalement de la région? A. Organiser les élections nationales. B. Gérer les lycées et les transports régionaux. C. Assurer la défense nationale. D. Réguler les marchés financiers. La bonne réponse? B. Gérer les lycées et les transports régionaux. Explication. La région joue un rôle important dans l'éducation, lycée et la mobilité, transports régionaux. Question numéro 15. Qui préside le conseil départemental? A. Le préfet. B. Le président du conseil départemental. C. Le maire. D. Le député. La bonne réponse? B. Le président du conseil départemental. Explication. Il dirige les réunions du conseil départemental et représente le département. Question numéro 16. Qui préside le conseil régional? A. Le préfet. B. Le président du conseil régional. C. Le maire. D. Le député. La bonne réponse? B. Le président du conseil régional. Explication. Le président du conseil régional dirige les séances et représente la région. Question numéro 17. Quelles sanctions peuvent s'appliquer en cas de fraude fiscale? A. Amende et prison. B. Suspension du permis de conduire. C. Interdiction de vote. D. Retrait du passeport. La bonne réponse? A. Amende et prison. Explication. La fraude fiscale peut entraîner des sanctions pénales importantes pour protéger l'économie et l'équité. Question numéro 18. Quelle est la responsabilité d'un citoyen face aux lois et règlements? A. Contester systématiquement toutes les lois. B. Respecter les lois et règlements en vigueur. C. Ignorer les règles jugées injustes. D. Appliquer les lois seulement quand on le souhaite. La bonne réponse? B. Respecter les lois et règlements en vigueur. Explication. Respecter les règles garantit l'ordre social et permet une vie commune paisible. Question numéro 19. Comment se caractérise la responsabilité pénale en cas d'infraction? A. Elle dépend uniquement de l'intention de nuire. B. Elle est toujours personnelle et individuelle. C. Elle concerne plusieurs personnes en même temps. D. Elle ne s'applique qu'aux entreprises. La bonne réponse? B. Elle est toujours personnelle et individuelle. Explication. La responsabilité pénale concerne la personne qui a commis l'infraction. Elle est individuelle. Question numéro 20. Qu'est-ce que la responsabilité civile et quand s'applique-t-elle? A. C'est une faute pénale liée à un délit. B. C'est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui. C. C'est une sanction administrative liée aux impôts. D. C'est une assurance obligatoire des logements. La bonne réponse? B. C'est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui. Explication.
La responsabilité civile s'applique lorsqu'une personne cause un dommage et doit le réparer. Question numéro 21. À quoi sert principalement la cotisation retraite? A. Financer l'assurance chômage. B. Garantir une pension lors du départ à la retraite. C. Aider les propriétaires à acheter un logement. D. Rembourser les soins de santé. La bonne réponse? B. Garantir une pension lors du départ à la retraite. Explication. Les cotisations retraite financent les pensions versées aux personnes lorsqu'elles arrêtent de travailler. Question numéro 22. Quel est le rôle de la protection sociale en cas de perte d'emploi? A. Aider financièrement pendant la période de chômage. B. Proposer uniquement une formation. C. Garantir un nouveau travail immédiat. D. Supprimer les impôts durant le chômage. La bonne réponse? A. Aider financièrement pendant la période de chômage. Explication. La protection sociale peut apporter une aide financière pour soutenir la personne durant le chômage. Question numéro 23. Quelle obligation fiscale concerne les résidents en France? A. Déclarer et payer l'impôt sur le revenu en France. B. Déclarer uniquement à l'étranger. C. Ne jamais payer d'impôt en France. D. Payer uniquement l'impôt foncier. La bonne réponse? A. Déclarer et payer l'impôt sur le revenu en France. Explication. Les résidents fiscaux doivent déclarer leurs revenus et payer l'impôt selon les règles françaises. Question numéro 24. Pourquoi payer ces impôts est-il un devoir citoyen? A. Pour financer les services publics et l'intérêt général. B. Parce que c'est une tradition ancienne. C. Pour contrôler les dépenses du gouvernement. D. Pour éviter une sanction pénale uniquement. La bonne réponse? A. Pour financer les services publics et l'intérêt général. Explication. Les impôts financent l'école, la santé, la sécurité, les infrastructures et les services utiles à tous. Question numéro 25. Quel événement a contribué à la formation des royaumes menant à la France? A. La Révolution française. B. La guerre de Cent Ans. C. Le traité de Verdun. D. Le règne de Louis XIV. La bonne réponse? C. Le traité de Verdun. Explication. Le traité de Verdun, 843, divise l'Empire carolingien, ouvrant la voie à la formation de royaumes dont la France. Question numéro 26. Quelle est l'importance de la Loire en France? A. Le plus long fleuve de France, important en histoire et géographie. B. Un petit fleuve côtier sans rôle historique. C. Une rivière qui traverse uniquement Paris. D. Le principal fleuve navigable de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La bonne réponse? A. Le plus long fleuve de France, important en histoire et géographie. Explication. La Loire traverse plusieurs régions et a joué un rôle majeur dans le développement et l'histoire du pays. Question numéro 27. Quel est le plus long fleuve entièrement situé en France? A. La Garonne. B. Le Rhône. C. La Loire. D. La Seine. La bonne réponse? C. La Loire. Explication. La Loire est le plus long fleuve intégralement français avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Question numéro 28. Quelle chaîne de montagnes sépare la France de l'Espagne? A. Les Alpes. B. Les Pyrénées. C. Les Vosges. D. Le Massif central. La bonne réponse? B. Les Pyrénées. Explication. Les Pyrénées constituent une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Question numéro 29. Quelle mer borde le sud-est de la France? A. La mer Noire. B.
La mer Méditerranée. C. La mer Baltique. D. La mer du Nord. La bonne réponse. B. La mer Méditerranée. Explication. La Méditerranée longe la côte sud-est et influence le climat de cette région. Question numéro 30. Quelle est la capitale de la France et pourquoi est-elle importante? A. Lyon, centre économique. B. Marseille, grand port. C. Paris, capitale historique et culturelle. D. Bordeaux, ville viticole. La bonne réponse. C. Paris, capitale historique et culturelle. Explication. Paris est la capitale politique et un centre majeur de culture, d'histoire et de patrimoine. Question numéro 31. Quel rôle Paris a-t-elle joué sous l'Ancien Régime et pendant la Révolution? A. Ville commerciale sans importance politique. B. Centre politique, économique et culturel du royaume. C. Capitale religieuse uniquement. D. Lieu de grande révolte paysanne. La bonne réponse. B. Centre politique, économique et culturel du royaume. Explication. Paris était le cœur du pouvoir et des grandes décisions, ainsi qu'un centre culturel majeur. Question numéro 32. Quels sont des territoires d'outre-mer français et où se situent-ils? A. Polynésie, Pacifique. Guadeloupe, Caraïbes. Réunion, Océan Indien. Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada. B. Corse, Méditerranée. Bretagne, Atlantique. Guadeloupe, Caraïbes. Réunion, Océan Indien. C. Normandie, Manche. Corse, Méditerranée. Guyane, Amérique du Sud. Mayotte, Océan Indien. D. Guadeloupe et Martinique, Caraïbes. Réunion et Mayotte, Océan Indien. Polynésie, Pacifique. La bonne réponse. D. Guadeloupe et Martinique, Caraïbes. Réunion et Mayotte, Océan Indien. Polynésie, Pacifique. Explication. L'outre-mer regroupe des territoires français situés dans différentes zones du monde, montrant la diversité géographique de la France. Question numéro 33. Quels devoirs les adultes ont-ils pour protéger les mineurs dans les lieux collectifs? A. Ne rien faire, ce n'est pas leur rôle. B. Informer les mineurs de leurs droits uniquement. C. Veiller à leur sécurité et à leur protection. D. Autoriser leur sortie sans surveillance. La bonne réponse. C. Veiller à leur sécurité et à leur protection. Explication. Les adultes ont une responsabilité de vigilance afin de protéger les mineurs dans l'espace public. Question numéro 34. Quelles règles concernent le tapage nocturne et son impact sur le voisinage? A. Il est interdit entre 22h et 7h pour respecter la tranquillité. B. Il est autorisé si cela dure moins d'une heure. C. Il est permis uniquement le week-end. D. Il est réglementé seulement en zone rurale. La bonne réponse. A. Il est interdit entre 22h et 7h pour respecter la tranquillité. Explication. Le tapage nocturne porte atteinte au repos des voisins et peut entraîner des sanctions. Question numéro 35. Quelle démarche est la plus adaptée pour signaler une discrimination au travail? A. Alerter l'inspecteur du travail. B. En parler seulement à des collègues. C. Le signaler au conseil municipal. D. S'adresser au défenseur des droits. La bonne réponse. D. S'adresser au défenseur des droits. Explication. Le défenseur des droits reçoit les plaintes et agit contre les discriminations en orientant et protégeant les victimes. Question numéro 36. Que faut-il faire avant d'effectuer des travaux importants dans un logement loué? A. Obtenir l'accord du locataire. B. Prévenir la mairie. C. Informer uniquement le propriétaire. D. Afficher une annonce dans l'immeuble.
La bonne réponse? C. Informer uniquement le propriétaire. Explication. Des travaux importants nécessitent l'accord du propriétaire et le locataire doit être informé selon les règles du bail. Question numéro 37. Quel comportement favorise l'égalité femmes-hommes dans une association? A. Favoriser uniquement les hommes lors des recrutements. B. Proposer des formations identiques aux femmes et aux hommes. C. Écarter les femmes des postes à responsabilité. D. Ne pas informer sur les droits liés à l'égalité. La bonne réponse? B. Proposer des formations identiques aux femmes et aux hommes. Explication. L'égalité implique un accès équitable aux opportunités, aux formations et aux responsabilités. Question numéro 38. Quel droit a un parent séparé concernant la scolarité de son enfant? A. Décider seul sans informer l'autre parent. B. Participer conjointement aux décisions scolaires. C. Choisir l'école sans accord du second parent. D. Ne plus avoir de droit éducatif. La bonne réponse? B. Participer conjointement aux décisions scolaires. Explication. Les décisions importantes concernant l'enfant se prennent en général avec l'accord des deux parents. Question numéro 39. Quelles règles un bénévole doit-il respecter pendant sa mission associative? A. Respecter le secret professionnel. B. Exiger un salaire. C. Demander des congés payés. D. Ignorer les consignes de sécurité. La bonne réponse? A. Respecter le secret professionnel. Explication. La confidentialité protège les informations des bénéficiaires et renforce la confiance envers l'association. Question numéro 40. Que faire si vous recevez un courrier administratif que vous ne comprenez pas? A. L'ignorer. B. Demander de l'aide à un proche ou à un service compétent. C. Répondre sans comprendre. D. Le jeter immédiatement. La bonne réponse? B. Demander de l'aide à un proche ou à un service compétent. Explication. Se faire aider permet d'éviter des erreurs et de suivre correctement les démarches demandées. Bravo d'être allé jusqu'au bout des 40 questions. Prenez quelques secondes pour compter vos bonnes réponses et situer votre niveau. Si votre score est entre 30 et 40 bonnes réponses, excellent. Vous êtes clairement prêt ou prête pour l'examen civique 2026. Entre 20 et 29? C'est bien. Mais continuez à vous entraîner pour être totalement à l'aise. Moins de 20? Ne vous inquiétez pas. C'est normal au début. Refaites cette vidéo plusieurs fois et vous allez progresser rapidement. Écrivez votre résultat en commentaire. Je réponds personnellement à chacun et chacune. Et surtout, pensez à enregistrer cette vidéo pour la revoir régulièrement et vous abonner sur cette chaîne parce que les prochaines vidéos contiendront de nouvelles séries de questions, des examens blancs et des explications officielles.